L'impression qu'on a l'antenne. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la quatrième quotidienne du CNCH concernant l'ESC. Pour commenter ce qui s'est dit à l'ESC aujourd'hui, j'ai avec moi Radouane Hakim, qui est cardiologue interventionnel à l'hôpital de Chartres, et Jérôme Taillet, qu'on ne présente plus, qui est rythmologue à l'hôpital de Aix-en-Provence. Merci à Boehringer pour son soutien institutionnel à cette quotidienne. Cette quotidienne est diffusée de façon simultanée sur Zoom et sur la page Facebook du CNCH, et vous pourrez la retrouver ainsi que toutes les quotidiennes du CNCH pour retracer l'ESC sur la page Facebook du CNCH et sur son site internet. Je vous donne tout de suite rendez-vous au 10 septembre pour un webinaire sur la cardiologie interventionnelle animé par Julien Hadjedj et Franck Albert. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et Radouane, dis-nous ce qui t'a marqué sur les études en cardiologie interventionnelle. Et puis, je sais que tu nous diras quelques mots sur les guidelines du NSTEMI qui sont toujours très attendus et qui ont été publiés hier. Merci Radouane d'être avec nous. Merci Loïc. Je vais partager mon écran. Merci Loïc, merci au CNCH pour cette quotidienne. Je vais vous parler effectivement, comme tu l'as dit, de deux études, Brace Corona et Reality. Et on va dire quelques mots des guidelines sur le non-STEMI qui sont parus donc cette année. La première étude, c'est Brace Corona. C'est une étude brésilienne qui s'est intéressée aux patients infectés au Covid-19 et qui sont traités par un inhibiteur du système rénine-angiotensin-aldostérone, en l'occurrence un IEC ou un ARA2. Vous savez qu'au début de l'épidémie, il y avait cette polémique, est-ce qu'il faut poursuivre ou est-ce qu'il faut arrêter ces traitements? Est-ce qu'ils sont délétères ou est-ce qu'ils sont bénéfiques? La première hypothèse, c'était que ces traitements, les inhibiteurs du système rénine-angiotensin, peuvent être délétères. Pourquoi? Parce que l'enzyme de conversion 2, les récepteurs de l'enzyme de conversion 2, c'est sur ces récepteurs-là que vient se fixer le virus. Et on peut imaginer qu'il peut y avoir une augmentation de ces récepteurs et donc une augmentation des virus qui entrent dans la cellule. La deuxième hypothèse, c'était que l'inhibition du système rénine-angiotensin peut être au contraire protectrice en diminuant le taux d'angiotensin 2 et donc ses effets vasoconstricteurs et inflammatoires et en augmentant à contrario l'angiotensin 1,7 et donc en augmentant également ses effets anti-inflammatoires et vasodilatatrices. Donc, on a eu plusieurs études observationnelles. Celle-ci est la première étude randomisée sur le sujet. Il s'agissait de patients infectés au Covid-19, donc, avec un traitement au long cours IEC ou ARA2, et ils ont exclu les patients les plus graves, c'est-à-dire les patients avec une instabilité hémodynamique. Ils ont également exclu les patients qui nécessitaient au moins 3 antihypertenseurs pour être équilibrés. Le critère primaire de jugement est un critère un peu inhabituel, c'est le nombre de jours où les patients sont restés vivants depuis leur sortie de l'hôpital, et ceci jusqu'à 30 jours. Donc, sans plus attendre, voici les résultats. Sans surprise, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. De continuer ou de poursuivre le traitement, ne changez pas la durée de survie en dehors de l'hôpital, donc après la sortie de l'hôpital. En termes de mortalité, il y avait autant de décès dans les deux groupes à 30 jours, aucune différence significative. Et la conclusion, c'est celle que l'on connaissait déjà, c'est que chez ces patients, il faut donc poursuivre le traitement IEC ou ARA2. La deuxième étude, c'est une étude franco-espagnole qui a été présentée cet après-midi par le professeur Steg et qui s'intéresse à la stratégie de transfusion qu'il faut adopter chez des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde et qui ont une anémie. C'est une étude randomisée, une étude de non-infériorité qui a inclus plus de 600 patients avec un taux d'hémoglobine pendant l'hospitalisation entre 7 et 10, et ils étaient randomisés soit une stratégie de transfusion dite libérale, on pouvait les transfuser dès que l'hémoglobine était en deçà de 10 grammes par décilitre, avec l'objectif de les ramener à plus de 11 grammes. Et l'autre stratégie est une stratégie dite restrictive, où on ne transfusait qu'à partir de 8 grammes, avec pour objectif de ramener le taux d'hémoglobine entre 8 et 10 grammes par décilitre. Le critère primaire est un critère composite, décès, réinfarctus, AVC et revascularisation urgente.
Voici le résultat de l'étude. Le résultat de l'étude, c'est que la stratégie restrictive est non inférieure à la stratégie de transfusion dite libérale. Et si la non-infériorité était atteinte, le protocole prévoyait de tester la supériorité, et malheureusement, la supériorité n'est pas atteinte. Deuxième point, ils ont fait une étude de coût-efficacité. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'appel. La stratégie de transfusion restrictive est beaucoup plus efficace en termes de comparaison coût-efficacité par rapport à une stratégie dite libérale. Donc, si on regarde les guidelines de cette année sur le non-stémie, sur le petit point qui s'intéresse à l'anémie, c'est il faut transfuser en deçà de 8 grammes, mais c'est peut être considéré et c'est du 2BC. Alors, est-ce qu'à la lumière de cette étude randomisée, les prochaines guidelines vont changer? Est-ce que ce sera C recommandé avec une classe 1A ou 1B? On verra les prochaines recommandations, mais très probablement qu'à la lumière de cette étude importante, les recommandations vont bouger. Alors justement, ces recommandations, on va insister sur 4 points, parce qu'effectivement, il y a plein de points qui ont été abordés. Premier point, ça concerne la stratégie diagnostique. Là, tout est fait pour aller plus vite par rapport aux anciennes recommandations. En effet, on avait l'habitude de doser la troponine à l'arrivée du patient et puis de la redoser 3 heures après. Là, à la lumière de plusieurs études qui ont été réalisées sur le sujet, les recommandations nous disent qu'il faut faire un algorithme rapide, doser la troponine et 1 heure après, redoser la troponine. 1 heure après, ça veut dire, finalement, c'est quand on reçoit les résultats de la première troponine, puisqu'en général, on les reçoit au bout d'1 heure. Donc, lorsque la troponine est très basse, normale ou basse, et qu'elle n'augmente pas 1 heure après, on peut éliminer le diagnostic, libérer le patient et soit ne rien faire de plus, soit programmer un test d'ischémie. Chez les patients qui ont d'emblée une troponine haute ou qui augmente de façon significative à 1 heure, on peut confirmer le diagnostic, envoyer le patient en unité de soins intensifs et faire une échographie et bien sûr une coronarographie. Le problème qui se pose, c'est les patients qui sont entre les deux. Ces patients-là, il faut leur refaire, si on y croit vraiment, une troponine à H3 et faire une échographie. Et en fonction de tout ça, on décide s'il faut faire un test d'ischémie ou une coronarographie. Un test d'ischémie ou un autre test non invasif, en l'occurrence le scanner, et les recommandations font justement la part belle au coroscanner. S'il faut réaliser une coronarographie, dans quel délai faut-il la réaliser? Et là, il y a quelques changements. Chez les patients considérés à très haut risque, là, pas de changement, la coronarographie est à réaliser dans les 2 heures. Par contre, c'est dans la définition du très haut risque où il y a un critère qui est apparu en plus, c'est un électrocardiogramme évocateur de lésion du tronc commun, donc un électrocardiogramme avec sous-décalage diffus du segment ST et sus-décalage en AVR ou en V1. Ces patients-là, il faut leur faire la coronarographie dans les 2 heures. Chez les patients à haut risque, là non plus, pas de changement, la coronarographie est faite dans les 24 heures. Par contre, c'est la définition du haut risque qui a changé, puisque tout patient qui a un diagnostic de non-stémie, donc avec élévation de la troponine, est considéré comme étant à haut risque et doit bénéficier d'une coronarographie dans les 24 heures. Et finalement, les seuls patients qui ne bénéficient pas d'une coronarographie dans les 24 heures ou dans les 2 heures, c'est les patients à bas risque qui n'ont donc aucun de ces critères-là. Et si on regarde bien, c'est les patients avec un angor instable qui n'ont pas d'élévation de la troponine où la coronarographie peut être différée au-delà de 24 heures. Dernier point important, c'est le patient qui a un arrêt cardiaque récupéré dans le cadre d'un non-stémie. Là, les recommandations ont un petit peu évolué. La coronarographie n'est pas immédiate dans les 2 heures, mais elle peut être faite dans les 24 heures. Troisième point, c'est celui du traitement antiagrégant plaquettaire. Là également, il y a des évolutions. Premier point, c'est qu'il ne faut pas pré-traiter les patients, mais il ne faut pas les pré-traiter si la coronarographie est réalisée de façon précoce, c'est-à-dire dans les 24 heures, et ceci à la lumière des études ECOST, du registre SCAR et de l'étude ISAREACT 5. Par contre, si on ne peut pas réaliser la coronarographie dans les 24 heures et que le patient n'est pas au risque hémorragique, il faut les pré-traiter. Quel traitement antiagrégant? Là, les recommandations se positionnent clairement en faveur du prasugrel en première intention, et ceci suite à l'étude ISAREACT 5,
même si cette étude a été critiquée. En tout cas, les recommandations ont utilisé cette étude pour dire qu'il faut mettre le prasugrel en première intention. Quelle est la durée de la bithérapie? Pour définir la durée de la bithérapie, on s'intéresse d'abord au risque hémorragique du patient. Si le risque hémorragique du patient est faible, la durée est, comme d'habitude, de 12 mois. Mais la porte reste ouverte pour les patients qui ont un haut risque ischémique pour continuer la bithérapie au-delà de 12 mois. Donc, par exemple, les patients de type Pegasus. Et les patients qui ont un faible risque hémorragique et un faible risque ischémique, on peut faire uniquement 3 mois de bithérapie avec le ticagrelor et poursuivre avec le ticagrelor seul et non pas l'aspirine. Ça, c'est l'étude Twilight. Chez les patients à haut risque hémorragique, la bithérapie peut être raccourcie à 3 mois et on utilisera plutôt le clopidogrel. Au bout de 3 mois, on poursuit l'aspirine seule. Chez les patients à très haut risque hémorragique ou chez les patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie dans le mois suivant qui ne peut pas être retardée, on arrêtera la bithérapie au bout d'1 mois et on poursuivra avec un seul antiagrégant plaquettaire. Dernier point, les patients en fibrillation atriale et qui présentent un non-stémie, là également, une petite évolution. Chez les patients, la stratégie par défaut, c'est une triple thérapie, anticoagulant plus bithérapie antiagrégante plaquettaire pendant au maximum 1 semaine, en tout cas pendant la durée de l'hospitalisation. Ensuite, on passe à une bithérapie anticoagulant, de préférence un AOD si possible, et un seul antiagrégant plaquettaire. Au bout de 12 mois, on poursuit l'anticoagulant seul. Chez les patients avec un haut risque hémorragique, la triple thérapie est toujours d'1 semaine, voire moins, donc pendant la durée de l'hospitalisation. Ensuite, on passe à une bithérapie, mais cette bithérapie anticoagulant et antiagrégant plaquettaire est raccourcie à 6 mois, et au bout de 6 mois, on poursuit avec l'anticoagulant seul. Enfin, chez les patients à haut risque ischémique, la triple thérapie est étendue jusqu'à 1 mois, puis on passe à une bithérapie anticoagulant plus un antiagrégant jusqu'au 12e mois, et dans tous les cas, au bout de 12 mois, on arrête l'antiagrégant et on poursuit l'anticoagulant seul. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Radouane, c'est extrêmement clair. Alors, très rapidement sur Breast Corona, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que c'est une étude qui a été faite extrêmement rapidement. Quand on regarde sur Clinical Trial, elle devait même durer jusqu'au mois de décembre, et puis elle a été complétée en 3-4 mois, puisqu'ils l'ont commencé en avril et ils la présentent en août. Comme quoi, quand il y a des problèmes extrêmement importants, aigus, et qu'il faut une réponse très rapide, eh ben, on est capable de monter des études comme ça qui sont publiées, parce que je crois qu'elle a été publiée de façon synchrone dans le Lancet. Alors non, il y a eu une publication il y a 2 semaines, mais c'est en fait le design de l'étude qui avait été publié. Ah, Donc là, pour l'instant, l'étude n'est pas publiée. Mais effectivement, ils ont été félicités pour leur rapidité. alors dans Breast Corona, il ne faut pas arrêter les IEC et les ARA2. Est-ce qu'il y a des patients pour lesquels il faut encore plus ne pas arrêter les IEC et les ARA2? Alors probablement que oui, c'est les patients qui sont âgés, au-delà de 60-65 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont ces patients-là qui ont tendance à s'aggraver. Et dans une étude observationnelle italienne, ils ont remarqué qu'effectivement, ces patients tirent plus de bénéfices que le reste de la population en général de ces traitements-là, en diminuant le risque d'aggravation et d'hospitalisation en réanimation. Dans l'étude Breast Corona, ils ont également regardé ces sujets âgés. Il y a une tendance, mais qui n'est pas significative. Mais dans Breast Corona, c'est 600 patients qui ont été randomisés, donc 300 patients dans chaque bras, et la moyenne d'âge était de 55 ans. Ils n'avaient pas beaucoup de patients au-delà de 65 ans pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais globalement, on pense que chez les patients âgés, il faut encore moins arrêter, encore plus poursuivre ces traitements. Qui pourraient peut-être être bénéfiques. Alors pour l'étude Reality, Cocorico quand même, parce que elle a beau être franco-espagnole et même un peu anglaise et réalisée aussi en Arabie Saoudite. Est-ce que ces deux autres pays ont participé, ou c'était beaucoup la France, un peu l'Espagne? La France et l'Espagne uniquement. La France et l'Espagne. Mais quand même, c'est surtout une étude française. Alors,
Maintenant, ce qui est un peu décevant hein, d'une façon générale, c'est que les recommandations qui sortent là maintenant sont presque dépassées par les études qui sortent en même temps. Et donc, les recommandations de 2020 n'ont pas anticipé les résultats des études qui sont sorties au même congrès. Alors, c'est peut-être un petit peu dommage, mais c'est la vie. On saura interpréter ces recommandations avec le résultat des études concomitantes. Pour ce qui est de Reality, donc maintenant c'est presque sans appel, il faudra attendre 7 à 8 grammes pour transfuser nos patients. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi aux patients qui saignent ou après une opération ou de l'estomac et qui sont coronariens? Est-ce qu'on en restera à ne transfuser ces patients comme ceux qui ne sont pas coronariens à 7-8 grammes? Alors, chez les patients coronariens, en dehors de l'infarctus du myocarde et qui avaient un saignement, il y avait déjà des études et effectivement, le cut-off était déjà à 8 grammes. Alors là, l'originalité, c'est que c'est des patients qui ont un infarctus du myocarde. Et effectivement, chez ces patients, il n'y avait pas de données et on sait maintenant qu'il faut faire comme pour les autres et qu'il faut commencer à les transfuser à partir de 8 grammes. Donc les coronariens comme les autres pour ce qui est du seuil transfusionnel. Ensuite, merci des petits messages que tu as réussi de tirer du pavé des recommandations du NSTEMI. Premièrement, la troponine, on peut aller plus vite. Deuxièmement, pour ce qui est de la coronarographie, on ira aussi encore plus vite. Et puis ensuite, vis-à-vis des antiagrégants plaquettaires, ça devient du coup un peu plus compliqué parce qu'on nous dit faites du prasugrel parce qu'il y a UISA-RECT 5. Mais ensuite, on nous dit il y a Twilight qui nous permet de faire du ticagrelor seul. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça Ticagrelor ou prasugrel? Mais ce n'est pas du tout facile parce que finalement, si on veut faire du Twilight, il faut qu'on sache dès le départ et mettre le patient sous ticagrelor. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir évalué dès le départ le risque hémorragique du patient et le risque ischémique. Il faut qu'il soit à bas risque hémorragique et à bas risque ischémique pour pouvoir faire du Twilight. Or, on sait qu'au début, quand on a le patient sur table, ce n'est pas facile d'évaluer son risque ischémique et son risque hémorragique. Donc, effectivement, ce n'est pas facile. Après, ça reste une recommandation de classe 2. Donc, on peut, je pense, continuer à faire du ticagrelor. Si dans vos protocoles, vous avez le ticagrelor en première ligne, on peut faire du ticagrelor. D'autant plus que l'étude ISA-REACT 5 avait été une étude qui avait été pas mal critiquée. Elle a été retenue dans ses recommandations, mais ça reste une étude avec pas mal de biais. Mais en tout cas, tu nous as présenté des schémas et des algorithmes qui sont, comme toujours, très clairs et qu'on pourra afficher dans nos salles de 4. Et si je peux mettre mon grain de sel, je dirais que en sortant de coronarographie, je pense que c'est de la responsabilité du cardiologue interventionnel de faire des propositions de traitement antiagrégant plaquettaire qui peuvent être ensuite modulés par le clinicien qui reverra le patient et en fonction de son risque hémorragique. Mais en tout cas, le risque ischémique, on le maîtrise peut-être un peu plus que le risque hémorragique. Merci beaucoup, Radouane. Tu as un mot de conclusion ou on passe à la rythmologie? Non, je voulais juste te dire, je te rejoins tout à fait. Et en plus, je pense que non seulement il va donner le traitement, mais il va aussi donner surtout la durée de la bithérapie. Parce que ça, ce n'est pas facile pour les cardiologues non interventionnels ou pour les cardiologues de ville de décider de la durée de la bithérapie. Merci beaucoup, Radouane. Merci à toi. Donc, Jérôme, maintenant, on passe à la rythmologie. Je te laisse la parole. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Merci à Franck-Albert Molidamara, Alexandre Michi et Émilie Guet de nous permettre de nous retrouver et de prolonger les web sessions qui ont eu lieu et qui sont assez remarquablement organisées d'ailleurs à l'ESC. Donc, à condition d'être à l'heure et de suivre de près, on peut donc assister aux sessions à distance de chez soi. Bon, ça a son charme, disons, pour cette année en tout cas. Et donc voilà, j'ai aujourd'hui fait pour vous une espèce de regard sur ce qui s'est passé en rythmologie. J'ai retenu deux études et puis on pourra dire un tout petit mot, si vous le souhaitez, si on a le temps, sur les guidelines qui sont sortis il y a 2 jours. Alors, donc, je vais partager mon écran un petit instant. Voilà. Hop. Voilà. La première étude, c'est l'étude Impact AF qui a été présentée à 2h30 cet après-midi. Le principe, je pense que c'est l'introduction qui illustre que dans les nouvelles recommandations, c'est un peu un des points forts de cette
sur Fondation 2020, on parle beaucoup de prise en charge globale et d'éducation du patient. Donc, l'étude porte sur l'éducation des patients qui présentent 2 épisodes de FA, qui ont présenté 2 épisodes de FA au moins, qui ont des chasses vasques élevées, en moyenne à 4. C'est une étude sur Big Data, hein, c'est avec le réseau, c'est ce qu'ils appellent le Catalyst Network de la FDA. Et avec ça, ils ont pu accéder à de 80 000 patients. Ils ont écrémé, ils se sont retrouvés avec 25 000 dans chaque bras. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement envoyé un mail à un des 2 bras, un seul mail, pour les informer de l'intérêt, de l'importance, des risques de ne pas être traités par un anticoagulant. Et puis, ensuite, ils ont suivi, eh bien, pareil, par leur network, ils ont regardé au niveau des pharmacies si les gens avaient, les patients qu'ils ont étudiés, recevaient au cours de l'année un traitement anticoagulant. Donc, c'était par les informations des pharmacies. Et ça comptait aussi s'ils avaient 4 INR, c'était considéré comme des gens pris en charge. Donc, la question, c'était de savoir si avec ce mail envoyé, il y avait une différence dans les 12 mois. Et ils ont appelé Early Intervention, c'est ceux qui ont eu le mail, et Delayed Intervention, c'est ceux qui n'ont pas eu le mail. Et vous voyez que aussi bien à 42 jours, 90 jours, 183 jours et 1 an, eh bien, à chaque fois, il n'y a aucune différence dans les 2 bras. Donc, étude négative. Voilà, une publication d'études négatives pour dire que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu plus de prescriptions d'anticoagulants chez ces patients avec ce mail. Ensuite, ils ont regardé, c'était l'objectif secondaire, d'essayer de savoir s'ils avaient eu des événements ischémiques hémorragiques. Pas de différence non plus. Voilà donc une étude négative. Elle a été présentée cet après-midi par un Américain, Bocornet, c'est une étude américaine, hein, et commentée par Christophe Leclerc. Voici sa diapositive de commentaire. Il a dit donc un seul mail envoyé, est-ce que c'est pas peut-être insuffisant? Donc pas de bénéfice donc à 1 an sur cette utilisation des anticoagulants, hein, c'était oraux de tout type, AVK ou AOD. Ensuite, il pose la question de la qualité du document. Voilà, donc c'est une première étude qui nous dit voilà, c'est une étude de vraie vie et voilà le résultat. Deuxième étude que j'ai retenue, qui était présentée ce matin, qu'on attendait un peu, parce que pour nous, on y a participé à Aix-en-Provence. On avait partie des 5 centres français. C'est une étude qui repose une question qui avait été plusieurs fois posée. Les patients qui font des syncopes vagales avec au type TES une forme bradycardisante, faut-il les implanter? Le principe, c'était de prendre des patients de plus de 40 ans, parce que, bon, d'inclusion, il fallait avoir au moins 2 épisodes, avoir aucune cause, et puis, au tilt test, une pause au moins de 3 secondes. Et dans ce cas-là, ils pouvaient bénéficier d'un pacemaker et être randomisés. Alors, ce n'était pas pacemaker contre pas pacemaker, parce que ça avait déjà été fait, puis controversé, parce qu'on a dit qu'il y a un effet placebo du pacemaker. ODO, ou bien qui est un algorithme qui permet d'accélérer, il détecte l'hypercontractilité du moment qui précède la syncope vagale, c'est un des mécanismes physiopathologiques, et ensuite il accélère à ce moment-là. Donc c'est un algorithme un petit peu plus spécifique que le simple DDD. Il y avait 127 patients, 63, 64 patients dans chaque groupe, donc voilà. Et puis, donc ça, c'était juste pour rappeler le mécanisme. Quand vous avez une syncope vagale, vous avez la tension, puis la tension chute alors que la fréquence augmente. Ça, c'est l'hyperadrénergie juste avant la réaction vagale forte. Et puis, alors là, pareil, bien, quand il se met à stimuler, mais en plus, il accélère. C'est ça le principe. Le premier, le endpoint numéro 1, c'était de savoir à quel moment on faisait une syncope. Et en fait, il y a une grosse différence. Alors, on est un petit peu, autant la première étude était complètement négative, autant celle-là est très positive, avec donc une différence très significative à tous les stades de l'évolution, pour montrer qu'il y a beaucoup moins de récidives, 78% sans récidive contre 32% dans le groupe non stimulé.
Et en conclusion, eh bien, c'est donc une étude possible qui a interrompu un petit peu avant la fin, qui pourrait peut-être poser la question d'implanter ces patients-là, d'entrer dans la recommandation avec un niveau de preuve s'il est considéré significatif. L'algorithme CLS, on ne peut pas dire s'il a été lui-même efficace. En tout cas, il y a eu un pacemaker plus cet algorithme. Voilà pour la conclusion de cette deuxième étude. Pour ce qui concerne, ce qui concerne mes coups de cœur pour les guidelines, j'ai pu voir quand même que j'étais impressionné du fait que l'ablation a pris une place plus importante avec la fibrillation, donc dans la fibrillation auriculaire, également pour la fibrillation auriculaire persistante, à condition d'avoir essayé un antiarythmique de classe 1 ou 3 et qu'il y ait eu échec. Et puis également par rapport aux recommandations de 2016, les cardiomyopathies rythmiques induites par la fibrillation auriculaire, quand on a une fibrillation auriculaire rapide et qu'on a l'impression que le muscle a été altéré à cause de cette fibrillation auriculaire, c'est passé à niveau 1 alors que c'était 2A comme recommandation. Il y avait aussi un élément de recommandation sur lequel ils ont bien insisté, c'était la prise en charge globale, dite holistique, du début à la fin, avec les facteurs de risque, notamment le poids. Il y a ils ont bien appuyé sur je crois que c'est devenu en niveau 1 également pour la prise en charge du poids. C'est un point très important. Les dépistages, le dépistage après 65 ans qui est également en niveau 1. Et puis, dernière chose, la fermeture de l'auricule, par contre, qui n'a pas bougé, qui est en niveau assez rapidement sur ce que j'ai retenu aujourd'hui. Et si juste peut-être encore un petit mot, cette fibrillation auriculaire qui est maintenant donc en niveau 1 pour l'ablation de FA persistante, cette recherche du rythme sinusal, elle va dans le même sens que ce qu'a présenté Walid Amara il y a 2 jours avec l'étude ISFNet qui montrait que bien, le rythme sinusal était bénéfique par rapport à une stratégie contrôle de fréquence. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Et donc, impressionnant quand même cette étude avec 80 000 patients où on va les randomiser entre vous recevez un mail ou vous recevez pas de mail. Alors bien sûr, ça ne doit pas jeter la pierre dans le pavé de l'éducation. Probablement que l'éducation, c'est une chose beaucoup plus complexe et beaucoup plus importante que de partager seulement un mail. Oui, je pense qu'à fortiori, quand on voit tout ce qu'on reçoit comme mail, j'essaie d'imaginer un Américain qui reçoit un mail de la FDA ou même peut-être même pas labellisé FDA, qui ne va peut-être même pas l'ouvrir. Après, un mail tout seul sur une stratégie, faut vraiment, on sait très bien qu'on est noyé par un ensemble d'informations aujourd'hui. Et je crois qu'il faut tenir compte quand on fait de l'éducation bien du fait qu'il y a d'autres gens qui donnent des informations et qu'on peut être noyé, donc il faut arriver à trouver son créneau. Moi, je crois que c'est un peu ce qu'ils ont raté dans cette étude. Bon, les présentateurs étaient j'étais pas déçu. Ils disaient bon, très bien, on prend acte, ça nous fera faire d'autres études. Vis-à-vis des syncopes cardio-inhibitrices, syncopes vagales cardio-inhibitrices, quand j'étais petit et que je m'intéressais à la rythmologie avant de me consacrer à la cardiologie interventionnelle, on nous disait qu'il ne fallait pas forcément implanter ces patients-là parce qu'il y avait une part vasoplégiante qui pouvait prendre le dessus et qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à implanter les pacemakers dans le cas des syncopes vraiment vasovagales cardio-inhibitrices au test d'inclinaison qu'on a fait en masse quand on était interne. Et donc on comprend maintenant qu'il y a une indication de stimuler ces patients-là avec des algorithmes un peu particuliers. Oui, alors évidemment, la syncope, c'est la chute de tension sur le cerveau. C'est ça la syncope finalement. Hein. La tension, c'est la chute de perfusion en fait, hein, qui elle-même est donc la résultante de la constriction qui elle-même donne donc une résistance et puis du débit qui lui-même est dépendant de la fréquence cardiaque. Donc, le seul moyen sur lequel on peut jouer, si vous allongez, vous faites évidemment certainement la meilleure chose qui soit quand vous avez une syncope, mais si elle vient sans que vous ayez le temps de beaucoup de prévenir, eh bien d'accélérer la fréquence cardiaque pourrait peut-être, c'était le principe de l'étude,
pourrait compenser la vasoplégie si elle est associée. Après, il y a des formes de vasoplégiques très importantes ou pures sur lesquelles c'est évident que ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, ils ont sélectionné des patients qui avaient des formes bradycardisantes. C'était des formes bien sélectionnées au field test. Bravo, parfait. Et puis ton coup de cœur pour l'ablation de la fibrillation auriculaire, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup et Walid y est revenu avant-hier. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vous deux d'avoir été avec nous et c'est la dernière quotidienne. C'est une excellente initiative et tu l'as souligné Jérôme, de Franck, Émilie, Alexandrou, Walid, et il faut les remercier pour cette dynamique dans le CNCH qui nous fédère. Et plus encore que jamais au CNCH, partageons. Merci à tous et à bientôt. Merci.